Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Célébration hier, jeudi 15 septembre, de la Journée internationale de la culture Toubou. Cette deuxième édition, placée sous le thème La culture, facteur de paix et de cohésion, s'est tenue ici à Niamey au stade général Séni Kounti en présence d'une forte communauté Toubou. C'était une fête très riche en couleurs, chants et danses Toubou. Et notre reporter Aïd Salah, qui est Toubou également, a participé à cette fête. Suivez son reportage. La communauté Toubou vivant à Niamey était venue massivement au stade général Séni Kounti pour célébrer cette fête et réaffirmer davantage son appartenance à sa culture. Habillés en tenue traditionnelle, hommes, femmes et enfants étaient tous ravis d'assister aux danses sous le rythme des chants Toubou et des démonstrations sur la maîtrise des chameaux, leur principal moyen de déplacement. Outre la réjouissance, cette journée entend véhiculer un message de paix, de cohésion et de partage à deux cultures. Quand on perd la culture, on perd tout. Donc, fort de cela, la communauté Toubou a jugé utile d'avoir cette journée pour pouvoir manifester, partager avec les communautés sœurs nigériennes, particulièrement ici aujourd'hui, pour que nous puissions montrer quelles sont les valeurs. Vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus avec la modernité, avec les technologies, les valeurs culturelles qui sont l'essence même de l'humain sont en train de disparaître. Et nous voulons manifester cela pour faire montrer aux autres communautés sœurs, dans la paix, dans la cohésion, comment les cultures Toubou ont pu pérenniser ces communautés et vivre à travers le temps et l'espace afin que ces cultures puissent être porteurs. Voilà un peu l'intérêt qui a guidé ces communautés à vouloir instituer cette journée du 15 septembre comme journée internationale de la culture Toubou, comme je le disais tantôt, à travers ces 4 pays. D'abord, c'est un message d'existence, un message de paix, un message de cohésion pour que les autres communautés dans la diversité, comment on peut partager ces valeurs pour que ces valeurs deviennent des socles d'une cohésion sociale, de paix et de développement. Vous avez remarqué la thématique, c'est la culture au cœur du développement économique et social, la culture comme facteur d'éducation. Vous savez, souvent on dit que l'école donne le rudiment, mais l'école n'éduque pas. Donc la culture, les référentiels viennent de la culture. Et donc c'est pourquoi nous voulons apprendre à nos enfants, qui sont aujourd'hui dans la modernité, dans les iPads, dans les trucs, dans le téléphone, etc. On va dire, mais vous avez un référentiel sur lequel vous allez vous baser pour être dans l'avenir du monde. Cet événement culturel auquel on prépare d'autres communautés sœurs leur a permis de découvrir la culture Toubou, leur mode de vie, leurs traditions et leurs rites. C'est aussi une fête de consolidation des liens fraternels, de cohésion sociale entre les communautés sœurs. Depuis le XXe siècle, à travers le monde, la culture est devenue un facteur de développement. Donc ça veut dire qu'il faut promouvoir ces cultures pour que ces cultures deviennent une force d'emploi, une force de développement et en même temps un facteur de cohésion. La diversité ne doit pas être une différence, mais la diversité doit être un atout pour le développement de notre pays. Donc c'est pourquoi ces jeunes enfants que vous voyez, on les apprend à retenir leur culture pour qu'ils s'intègrent dans la communauté nigérienne, mais en restant Toubou, mais en restant toujours frères à l'école avec les autres. On veut montrer que le Toubou, ce n'est pas ce qui est écrit aussi. Le Toubou, c'est un homme pacifiste, c'est un homme bien, gentil aussi, c'est un homme de culture. C'est quelqu'un qui n'est pas violent aussi, pas forcément. C'est ça que l'histoire des gens retiennent. Mais il ne faut pas retenir que de ça, c'est des gens qui sont bien. Quand vous vous approchez, vous avez des difficultés même de vous séparer d'eux. Rappelons que cette journée du 15 septembre a été célébrée dans le monde Toubou, notamment en Libye, au Tchad, au Niger et dans la diaspora. Ainsi, par cette célébration, les Toubous ont montré à la face du monde que la culture est l'âme de toute communauté. L'invasion de la Russie en Ukraine est dans son 8e mois. Les conséquences économiques de cette guerre se font sentir à travers
et particulièrement à travers le monde et particulièrement ici au Niger. C'est pourquoi le député national Kalla Moutari profite de l'occasion de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies pour appeler l'ONU à trouver une solution face à ce qu'il a qualifié d'urgence internationale. On le retrouve dans cet extrait avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. Urgence internationale parce que je voulais dire que cette guerre qui se passe et que nous avons considérée comme une guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou une guerre qui regarde les Occidentaux, est une guerre qui nous concerne. Elle nous concerne parce que nous en avons vu les conséquences dans nos familles, parce que la vie est devenue plus chère, certains produits sont devenus introuvables, le pétrole et le gaz qui sont des produits importants dans le monde ont connu des raretés ou sont devenus plus chers. Donc nous tous, nous nous rendons compte aujourd'hui que cette guerre qui était considérée comme une guerre entre deux pays est une guerre qui a fini par nous concerner nous tous. Et elle va davantage nous concerner, j'ai dit dans ce poste-là, lorsque on considère la situation actuelle qui semble être un avantage à l'Ukraine, aidée par les Occidentaux, aidée par l'OTAN. Si la Russie venait à se sentir humiliée, ou bafouée, ou en péril, la Russie est une puissance nucléaire. C'est ce que j'avais dit, et j'ai dit, il y a urgence à négocier. Il y a urgence aujourd'hui que la situation se présente de cette façon. Il y a urgence pour tout le monde de s'arrêter et de négocier. Le monde doit se mobiliser, surtout aujourd'hui avec l'Assemblée générale des Nations Unies qui doit se tenir. Je pense qu'il est important que le Conseil de sécurité se réunisse et qu'il intime l'ordre aux deux parties, un cessez-le-feu et une discussion. Une discussion qui préserve l'intérêt de tous. L'intérêt de la Russie, qu'on doit assurer de toute ingérence dans sa sécurité. L'intérêt aussi de l'Ukraine, qui a le droit de disposer d'elle-même. Si l'Ukraine doit aller à l'OTAN, si elle pense que c'est là-bas que se trouve son intérêt, il faut que l'Ukraine ait la possibilité de disposer de soi. C'est ça qu'on appelle la souveraineté. Et si la Russie se sent menacée par une appartenance de l'Ukraine à l'OTAN, il faut que l'OTAN ou les Nations Unies garantissent à la Russie la possibilité, ou en tout cas le droit à sa sécurité. Et lorsque cette guerre se serait arrêtée, et elle aura sauvé des vies ukrainiennes et russes, des vies européennes, elle aura en même temps sauvé le monde de la catastrophe. Et elle aura aussi sauvé le monde et les peuples qui n'ont rien à voir de la misère qu'ils vivent aujourd'hui. Parce que la dame de chez nous qui ne vend que le kékéné, en quoi la vie de la Russie l'intéresse? En quoi la vie de l'Ukraine l'intéresse? Sinon que le blé est devenu plus cher. Et le blé est devenu plus cher. Elle qui est dans la rue, au Niger, qui ne connaît rien de tout ça, ça l'impacte. Ça impacte l'acheteur. Le député Kalla Moutari du PNDS Taraya, que vous retrouverez plus en détail en partie magazine de ce journal. La suite de cette édition avec le lancement ce matin des activités entrant dans le cadre de la Semaine mondiale d'action contre la pauvreté, l'édition 2022. Et cette activité est organisée par la coalition nigérienne de lutte contre la pauvreté. Plus en détail dans ce reportage signé Asma Ousseidou. Agir pour la paix, la justice, le climat et l'équité, c'est le thème retenu pour cette semaine mondiale d'action contre la pauvreté édition 2022 initiée par la coalition nigérienne de lutte contre la pauvreté. Une coalition qui vise l'émergence d'une société civile active, sociale, forte, dynamique,
motivés et engagés pour un monde social juste et équitable pour un développement durable. À l'initiative du réseau des organisations du secteur éducatif nigérien, le ROSEN, une coalition nigérienne de lutte contre la pauvreté, communément appelée GCAP, fut mise en place afin de faciliter le renforcement des capacités des structures membres à faire le plaidoyer et la campagne contre la pauvreté, les inégalités sociales et le changement climatique. La coalition de lutte contre la pauvreté soutient l'engagement de la société civile dans le dialogue national et international sur la pauvreté, la pandémie du VIH-Sida, l'équité du genre, la mobilisation des ressources et la promotion et la culture de la citoyenneté responsable. De sa création à nos jours, la coalition nigérienne de lutte contre la pauvreté a mené plusieurs activités dans le cadre des actions de mobilisation contre la pauvreté depuis 2007, dont, entre autres, le lancement officiel des actions de mobilisation, une marche devant des représentants diplomatiques au Niger, l'installation de l'Observatoire des indicateurs de l'éducation, une caravane nationale de sensibilisation sur la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose, le NOMA. Plusieurs objectifs sont visés à travers cette semaine mondiale d'action contre la pauvreté. GCAP se mobilise pour demander la fin de la pauvreté et de la faim croissante due à la pandémie de Covid, aux inégalités, au changement climatique et dernièrement les conflits armés et l'inflation, en garantissant une vaccination gratuite et universelle et une protection sociale en lien avec l'agenda 2030 des Nations Unies. Cette semaine couvre la période du 16 au 25 septembre 2025 avec comme programme le lancement officiel de la semaine à travers cette conférence de presse, l'audition publique des personnes en situation de pauvreté le 17 septembre, suivie d'une assemblée populaire, le lancement d'une étude diagnostique sur les effets et perspectives de la stratégie de réduction de la pauvreté au Niger, à travers le bilan du PDS le 18 septembre, une caravane de sensibilisation populaire à travers la ville de Niamey le 22 septembre et la remise d'une lettre de plaidoyer au Premier ministre chef du gouvernement. À noter qu'à l'issue de cette semaine de mobilisation générale, des axes de réflexion seront dégagés ainsi que des leviers sur lesquels il faudrait agir pour mener une lutte contre la pauvreté au Niger. La journée internationale de la démocratie a été célébrée, pour rappel, hier 15 septembre 2022 à travers le monde. Ici au Niger, le réseau des web activistes pour la paix et la démocratie en Afrique et tournant la page TLP ont conjointement organisé une conférence débat à la Maison du Citoyen. Et cette conférence débat nous est résumée ici par Hassan Saleh Moussafa. La paix au Sahel, c'est le thème que le réseau des web activistes pour la paix et la démocratie en Afrique a choisi pour commémorer l'édition 2022 de la Journée internationale de la démocratie. Pour nous, en tant qu'organisation de la société civile, il est véritablement important de penser à cet aspect qui, si on ne prête pas attention, le Sahel risquerait de disparaître complètement. 3 conférenciers pour décortiquer ce thème d'actualité. Moumouni Formo, Zerbin Abbas Seini et Hama Hamadou. Depuis au moins une décennie, la paix a déserté le Sahel, ou plus précisément une partie du Sahel. Le Sahel, on le sait, c'est une zone géographique qui va de la pointe des Almadies à l'ouest à la corne de l'Afrique. Il comprend à peu près 15 pays, entièrement ou en partie. A priori, le retour de la paix au Sahel, sa restauration devrait concerner l'ensemble des pays du Sahel. La paix signifie aussi l'absence de lutte sociale
et de troubles sociaux. Donc, il faut retenir ces deux dimensions parce que ça permettra de comprendre ce qui va suivre par la suite. Mais ces simples dimensions indiquent clairement que la paix n'existe pas au Sahel, mais il faut creuser au fond, c'est-à-dire faire un diagnostic pour faire ressortir les vrais obstacles de la paix au Sahel. La paix que nos populations attendent n'est probablement pas naturelle. Les questions délicates ne manquent pas, les enjeux décisifs sont nombreux. Dans les médias et dans mes voyages dans la sous-région, j'ai si souvent entendu dans un état d'esprit en général inquiet des mots comme malaise, angoisse, incertitude, abandon, désespérance, crainte, peur, insécurité, famine, exil ou immigration. Ce sont des mots qui reviennent dans beaucoup de bouches, surtout de jeunes. La paix au Sahel, un thème bien choisi car les participants apprécient sa pertinence. Quel rôle la démocratie doit jouer pour que la paix qui a déserté le Sahel revienne? Deuxième aspect, si la paix a déserté le Sahel, du point de vue politique, quelle est la problématique de la malgouvernance qu'il faut traiter ensemble pour que chacun puisse savoir quel est le rôle qu'il doit jouer pour aider ceux qui sont devant, bons ou mauvais. Dans tous les cas, dans le comportement que nous allons porter va influencer leur comportement pour que la paix revienne. En tant qu'acteurs que nous sommes tous interpellés. Et l'interpellation, c'est quoi? Il faut d'abord que chacun puisse jouer pleinement son rôle. Et la plus grande défaillance aujourd'hui dans notre sous-région, et surtout au niveau de notre pays, c'est le recul démocratique. Je profite du micro de Labari pour pouvoir interpeller nos gouvernants par rapport à cette question qui mine aujourd'hui le peuple nigérien, c'est-à-dire l'insécurité de façon générale. Pour avoir une paix, les gouvernants devront être à l'écoute de son peuple. Cette conférence débat très riche est organisée par le réseau des web activistes pour la paix et la démocratie en Afrique, ROPDA, en collaboration avec le mouvement Tournons la page TLP Niger. Avant la partie magazine de ce journal, partons à la découverte d'un jeune malvoyant répondant au nom de Bourema Bouda Ismaïla, qui a eu l'ingénieuse idée de mettre à la disposition de ses frères qui sont dans la même situation d'handicap que lui, une salle informatique. C'est un reportage réalisé par Nafisa Yahya dans le cadre du partenariat IMS Labari. Marié et père d'un enfant, Bouraïma Bouda Ismaïla est né le 13 décembre 1988 à Niamey. Déficient visuel, Ismaïla est secrétaire général de l'Union nationale des aveugles du Niger et formateur à la cellule informatique adaptée pour personnes aveugles à l'école Soli Abdrahman des jeunes aveugles de Niamey. Dites-nous sur quelle durée s'étend la formation d'un groupe ici à la cellule et combien d'apprenants constitue un groupe? La durée de la formation, ça dépend du niveau des apprenants. Il y a des apprenants qui comprennent vite les modules. Il y a aussi ceux qui prennent beaucoup de temps avant d'assimiler les modules. Donc ça dépend de l'apprenant. Une estimation de la durée, parce que ici c'est une formation adaptée. Non seulement il faut que la personne puisse se familiariser avec le clavier, il faut comprendre à la personne comment décrire d'abord le clavier à la personne et puis comment manipuler ce clavier-là. Donc rien que le clavier, ça peut prendre 3 mois. Rien que le clavier. C'est tout un processus. Il faut d'abord connaître le clavier et puis connaître l'ordinateur en question et rentrer dans les autres modules que vous connaissez, Word, Excel et autres.
De quels moyens disposez-vous pour assurer l'ensemble de la formation? Présentement, nous avons des ordinateurs. Bon, c'est des vieux ordinateurs utilisés par d'autres partenaires qu'on a adressé des demandes et ils nous ont légué ces ordinateurs. Et nous avons aussi des logiciels, les lecteurs d'écran JAWS, parce que tous les ordinateurs qui sont ici sont dotés de ce logiciel permettant à l'ordinateur de lire ce qui est écrit à l'écran, parce qu'une personne aveugle ne peut pas travailler avec l'ordinateur sans entendre la voix du lecteur d'écran là. Donc en dehors de ça, nous avons une imprimante braille qui imprime les documents noir sur blanc en braille. Et nous avons aussi une imprimante ordinaire que vous connaissez, et multifonction, et nous l'avons ici aussi. Quels sont les défis à surmonter pour assurer un bon fonctionnement de votre cellule? Parmi les défis ou les problèmes, il y a d'abord la connexion Internet, parce que la salle informatique n'est pas connectée. On n'a pas la connexion Internet. Rien que les étudiants, parce que ceux qui ont un niveau avancé, ils ont forcément besoin de la connexion Internet pour faire des recherches. Donc la connexion Internet, c'est un problème pour nous. Et deuxièmement, même les matériels, je l'ai dit tout de suite, c'est des vieilles matériels utilisés par d'autres partenaires. Donc nous avons aussi besoin de matériels qualifiés et neufs qui peuvent supporter la formation. En dehors de ça, nous avons aussi besoin des matériels informatiques utilisés par d'autres personnes non handicapées. Et ça aussi, on a besoin de ce genre de matériel pour les adopter à notre formation. Vous êtes aussi secrétaire général de l'Union nationale des aveugles du Niger. Parlez-nous de votre structure. Quelle est sa mission et combien de membres la composent? L'Union nationale des aveugles du Niger est une organisation créée en octobre 1974. Elle a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes aveugles et malvoyantes du Niger. Parmi ces objectifs, il y a la promotion de l'éducation, l'instruction et la formation professionnelle des personnes aveugles au Niger. Le bureau exécutif est composé de 16 membres. Présentement, le bureau est composé de 16 membres. Vous êtes jeune, peut-être le plus jeune de votre structure. Dites-nous comment vous êtes arrivé à ce poste. J'ai fréquenté cet établissement, l'école Solé Abdourahmane. J'ai étudié ici du CI jusqu'au CM2. Et après avoir obtenu mon CFPD, j'étais parti faire le CGNTLA, donc j'ai obtenu mon BPC là-bas. J'ai continué au lycée Issa Korombe, là-bas aussi j'ai obtenu mon bac. Donc à partir de là-bas, j'ai commencé à militer dans le comité national des jeunes aveugles du Niger, parce que l'UNAN a un comité national des jeunes aveugles. Donc j'étais président de ce comité national des jeunes aveugles du Niger pendant 4 ans, et avant d'être élu secrétaire général du bureau exécutif national de l'Union nationale des aveugles du Niger en août 2019. Fruit de l'École nationale des jeunes aveugles du Niger, Ismaïla n'est-il pas un exemple de réussite à encourager? Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de IMS. Comme annoncé, place à présent l'entretien national du PNDS Kalla Moutari a accordé à la télévision là-bas sur la guerre en Ukraine et ses conséquences à travers le monde. Le député Kalla Moutari profite de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies pour appeler l'ONU à trouver des solutions appropriées à cette crise face à ce qu'il a qualifié une urgence internationale. Mesdames, Messieurs, très bonne réception, bon début de week-end à tous, bonsoir. Urgence internationale parce que je voulais dire que cette guerre qui se passe et que nous avons considérée comme une guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou une guerre qui regarde les Occidentaux, est une guerre qui nous concerne. Elle nous concerne parce que nous en avons vu les conséquences dans nos familles,
parce que la vie est devenue plus chère, certains produits sont devenus introuvables, le pétrole et le gaz qui sont des produits importants dans le monde ont connu des raretés ou sont devenus plus chers. Donc nous tous, nous nous rendons compte aujourd'hui que cette guerre qui était considérée comme une guerre entre deux pays est une guerre qui a fini par nous concerner nous tous. Et elle va davantage nous concerner, j'ai dit dans ce poste-là, lorsque on considère la situation actuelle qui semble être un avantage à l'Ukraine, aidée par les Occidentaux, aidée par l'OTAN. Si la Russie venait à se sentir humiliée, ou bafouée, ou en péril, la Russie est une puissance nucléaire. C'est ce que j'avais dit, et j'ai dit, il y a urgence à négocier. Il y a urgence aujourd'hui que la situation se présente de cette façon. Il y a urgence pour tout le monde de s'arrêter et de négocier. Le monde doit se mobiliser, surtout aujourd'hui avec l'Assemblée générale des Nations Unies qui doit se tenir. Je pense qu'il est important que le Conseil de sécurité se réunisse et qu'il intime l'ordre aux deux parties, un cessez-le-feu et une discussion. Une discussion qui préserve l'intérêt de tous. L'intérêt de la Russie, qu'on doit assurer de toute ingérence dans sa sécurité. L'intérêt aussi de l'Ukraine, qui a le droit de disposer d'elle-même. Si l'Ukraine doit aller à l'OTAN, si elle pense que c'est là-bas que se trouve son intérêt, il faut que l'Ukraine ait la possibilité de disposer de soi. C'est ça qu'on appelle la souveraineté. Et si la Russie se sent menacée par une appartenance de l'Ukraine à l'OTAN, il faut que l'OTAN ou les Nations Unies garantissent à la Russie la possibilité, ou en tout cas le droit à sa sécurité. Et lorsque cette guerre se serait arrêtée, et elle aura sauvé des vies ukrainiennes et russes, des vies européennes, elle aura en même temps sauvé le monde de la catastrophe. Et elle aura aussi sauvé le monde et les peuples qui n'ont rien à voir de la misère qu'ils vivent aujourd'hui. Parce que la dame de chez nous qui ne vend que le kékéné, en quoi la vie de la Russie l'intéresse? En quoi la vie de l'Ukraine l'intéresse? Sinon que le blé est devenu plus cher. Et le blé est devenu plus cher. Elle qui est dans la rue, au Niger, qui ne connaît rien de tout ça, ça l'impacte. Ça impacte l'acheteur. C'est pourquoi je dis qu'elle nous concerne nous tous, du point de vue de l'énergie, du point de vue de notre alimentation, mais aussi du point de vue de la survie de l'humanité. Parce que si on balance une bombe nucléaire, on ne sait pas qui va survivre et quel sera le monde après qu'on aura lâché une telle arme. J'ai dit, c'est difficile qu'une puissance comme la Russie puisse ne pas envisager que l'OTAN soutienne l'Ukraine. Il est possible que ce qui s'était passé n'ait été qu'un repli tactique et qu'une riposte est toujours envisageable. Moi, je ne suis pas militaire, je ne suis pas spécialiste en matière militaire, et ce n'est pas aisé d'ailleurs, même pour les spécialistes, parce que les Russes n'auraient jamais engagé cette guerre s'ils savaient qu'elle pouvait être comme ça. L'Ukraine n'aurait jamais discuté et être intransigeante avec la Russie si elle savait qu'une guerre pouvait éclater. Donc tous les stratèges des deux pays qui sont des spécialistes, tous les savants, tous les experts des deux pays et de l'OTAN n'ont pas prévu que cette guerre ait lieu et qu'elle puisse perdurer. Ce n'est pas moi ici qui peut me prévaloir d'une certaine expertise en la matière. Non, je me dis, c'est possible que la Russie n'est pas en déroute
Et que même si elle serait en déroute, elle est capable de revenir en force. Et quand elle revient en force, elle peut revenir par les moyens conventionnels, comme elle peut ne pas revenir par les moyens conventionnels. C'est-à-dire, ça peut être simplement une tactique, elle reprend ses positions, ou tout simplement, elle balance une bombe. Le monde doit craindre. Le monde doit craindre les conséquences de cette guerre à 2 niveaux. Sur le plan de notre vie quotidienne et pour la survie de l'humanité. Et de toute façon, par principe, les Nations Unies ont été créées pour pacifier le monde, pour que les conflits se règlent par le dialogue, et par le dialogue seulement. S'il y a guerre entre 2 pays, c'est un échec des Nations Unies. Ils sont créés pour pacifier les rapports entre les États dans le monde, pour instaurer la justice dans le monde. Voilà pourquoi je dis encore une fois, les Nations Unies sont interpellées dans cette guerre. Ils doivent peser de toutes leurs forces pour que cette guerre s'arrête. On y est déjà, nous. Nous, on a décidé au Niger qu'il faut que les Nigériens nourrissent le Nigérien. C'était un concept créé par le président Issoufou. Il a voulu le mettre en œuvre, ou il a commencé à le mettre en œuvre avec l'ensemble des ministères concernés. J'étais à la présidence et au gouvernement par la suite, et je suis au courant des fonds, je suis au courant de la réflexion qui se mène, je suis au courant des réalisations qui sont en train de se faire dans ce domaine, parce que tant que nous ne sommes pas autosuffisants, nous sommes fragiles, nous sommes vulnérables dans le monde. Si aujourd'hui nous avons fini de construire le barrage de Kandaji et nous avons aménagé les périmètres aménageables, nous pourrons assurer à notre pays la suffisance pour ces denrées-là. Je comprends donc pourquoi cette initiative 3N a été installée. Je comprends pourquoi aujourd'hui nous nous battons et nous mettons tous les moyens pour que le barrage de Kandaji ait lieu. Contre la résistance de ceux qui nous posent toujours des exigences et des conditions. Nous savons que le barrage de Kandaji est un outil de souveraineté qu'il faut réaliser. L'aménagement de certaines vallées de notre pays, l'Iraser, etc., c'est des priorités pour notre pays. Et il faut le faire. Ce qu'il faut faire, je vais vous dire quelque chose d'assez insolite. C'est des citoyens ordinaires qui m'ont appelé une nuit pour me dire que le pétrole, le gasoil a changé de prix dans toutes les stations. Ici au Niger, ici à Niamey, j'étais à Niamey quand ils m'ont appelé pour me dire, puisque moi je ne consomme pas le gasoil, donc ceux qui consomment le gasoil ont appelé pour me dire, voilà les propriétaires de stations, voilà ce qu'ils sont en train de faire. J'ai demandé d'aller m'en acheter à côté. Et je suis le prix du gasoil. Par moi-même. Et je connais la station. J'ai appelé le président de la République pour lui dire, voilà ce qui est en train de se passer dans ce pays. Et il m'a demandé c'est quelle station et quelle station. J'ai dit, je suis témoin de telle et telle et telle station. Voilà ce qui est en train de se passer. Le gouvernement a communiqué dessus, des dispositions ont été prises, le ministre du pétrole a pris des dispositions, on a même placé des gens dans les stations pour qu'on maintienne le prix du produit à son niveau convenu dans notre pays. Et il s'est passé qu'à la fin, on ne trouve plus le gazole dans le pays. Et si vous sortez, je l'avais dit une fois, si vous sortez, prendre la route de Dosso, à partir du rond-point de l'aéroport jusqu'à Soraz, ce sont des camions qui sont garés en attente du gasoil. Pourquoi? Parce que le gasoil que nous produisons, nous n'avons pas cessé de le produire. C'est juste
que tous ceux qui l'ont pas chez eux, ou ceux qui l'ont chez eux plus cher, sont venus le prendre au Niger. Donc notre consommation, à nous, ce n'est plus notre consommation, c'est la consommation de toute la sous-région. Et une pénurie s'est organisée. Et personne, même ceux qui ont le pétrole, même quand ils l'ont chez eux, ils ne veulent pas le vendre. Ils ne veulent pas le sortir pour le vendre, ils préfèrent le vendre au marché noir, parce que c'est plus cher. Le gouvernement a décidé, par conséquent, dans la mesure où la conjoncture est mondiale, le gouvernement a décidé de s'aligner sur les prix de la sous-région. Comme ça, on va équilibrer. Chacun va boire chez lui. Chacun va prendre son carburant chez lui. Par conséquent, on assure la disponibilité du gasoil au Niger, parce qu'il n'y a plus aucun intérêt pour un Nigérian de venir l'acheter ici, dans la mesure où le prix est le même chez lui, où il n'y a aucune nécessité pour un Burkinabé ou un Béninois de venir le payer au Niger quand nous sommes alignés sur le prix du Bénin et sur le prix du Burkina. Voilà aussi la conséquence de cette guerre. Et j'ai vu des gens, lorsque le gouvernement a pris cette décision-là, certes on gagne en matière de recettes fiscales, en matière de recettes tout court. On gagne, c'est sûr. Mais ce n'est pas à des fins mercantilistes que ça a été fait. Ça a été fait à des fins sociales. Assurer la disponibilité du produit dans notre pays. Parce que ce qui cause plus le problème, ce serait l'absence de cette denrée chez nous que son prix. Voilà pourquoi nous l'avons fait. Et on pouvait comprendre, le Nigeria, qui subventionnait ou qui avait le prix bas du gazole ou du pétrole chez lui, tous nos pays ont organisé la fraude sur le carburant subventionné du Nigeria. C'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que toutes les raffineries du Nigeria ont fermé. Le Nigeria achète le raffiné à l'extérieur. Il produit lui-même. C'est un grand producteur de pétrole. Mais il n'est pas capable d'en produire pour sa propre consommation. Il achète chez ceux-là auxquels il fournit le brut. Il achète et il ramène en subvention. Et tous nos pays vont encore frauder pour amener chez nous et vendre moins cher. Je pense que ce n'est pas normal. C'est une situation qui n'est pas tolérable. Si les rapports politiques ne permettent pas à des gouvernements du Nigeria de lever la subvention, et ils continuent dans cette voie, c'est que sûr, n'importe quel analyste économique, n'importe quel citoyen conscient des intérêts de son pays va dire que cette situation-là est une situation intolérable, ce n'est pas une situation normale. Ce n'est pas bon la hausse du gasoil, mais il faut que nous considérons que la consommation de gasoil chez nous est quelque chose de véritablement marginal. Ce sont les transporteurs que ça regarde. Et le gros consommateur national de cette énergie, c'est notre distributeur d'électricité, en particulier. Et à ce niveau-là, des dispositions ont été prises pour que le prix de l'électricité ne monte pas dans notre pays. Pour le reste, les différents transporteurs savent à quel prix ils consomment au Bénin, à quel prix ils consomment au Nigeria, à quel prix ils consomment au Mali, etc. Donc la vie ne peut pas être plus chère chez nous qu'elle ne l'a été dans ces différents pays. Quelqu'un m'a dit, parlant de poste, quelqu'un m'a dit comment je m'occupe de la situation en Ukraine quand on ne balaye pas devant notre porte. Il m'est arrivé rarement de commenter une situation d'insécurité loin de nous. J'ai régulièrement commenté la situation chez nous. Je m'en suis régulièrement préoccupé. Et pour dire que la guerre est devenue compliquée aujourd'hui, qu'il ne faut pas avoir la prétention de l'engager et de la finir. Quand vous l'engagez, sachez que c'est une grosse responsabilité que vous prenez et sachez que vous êtes parti en aventure, même contre un plus faible que vous. Parce que aujourd'hui, pour faire la guerre, il ne suffit pas seulement d'avoir des armées et du matériel. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et c'est pourquoi
tous nos pays réunis, les G5, ou la force mixte multinationale qui est au lac Tchad, ensemble, nous luttons contre des pauvres hères qui sont ces terroristes-là, à moto, on n'est pas encore arrivé à en finir avec eux. Moi, je ne parle pas de ces quelques centaines de Français qui sont chez nous. Moi, je parle des milliers de soldats nigériens qui sont là. Pourquoi vous parlez des Français? Les Français, c'est quelques centaines de gens qui sont là. Nous avons des milliers de soldats qui sont là pour ça, qui sont payés pour ça, et c'est leur pays. S'il y a quelqu'un qui a failli, avant tout, s'il y a faillite ici, ne parlez pas de Français. Avant de parler de Français, il faut parler de nos armées à nous. Mais je ne le dis pas moi. Je ne dis pas qu'ils ont failli. Parce que je me dis toujours, sans leur sacrifice, qu'est-ce que nos pays auront été? Sans la décision de nos forces armées de sécuriser notre frontière avec la Libye, sans la décision politique qui avait été prise à l'époque par le président Issoufou, contrairement à la décision politique prise par le président ATT au Mali, qu'est-ce que notre pays serait devenu? Nous avons assumé nos positions, nous avons essayé de protéger notre pays. L'insécurité nous est venue d'ailleurs. C'est une autre décision prise par un voisin qui nous a amené la situation dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas grave, on ne va pas continuer à planifier autour d'une décision prise par un voisin. On s'est mis ensemble pour combattre. Des amis sont venus nous aider. Ça aussi, je vous le rappelle, quand les Français sont venus, avant l'arrivée des Français, s'ils n'étaient pas venus, est-ce que le Mali n'aurait pas été occupé par les terroristes? Est-ce que ce n'est pas déjà un résultat que le Mali ne soit pas occupé aujourd'hui par les terroristes, qu'il ne soit pas commandé par les terroristes? Est-ce que ce n'est pas déjà un résultat positif? Je crois qu'il faut être reconnaissant. Même quand il y a des erreurs ou des lacunes à combler. C'est ce qui a amené le président Bazoum à dire « Je n'ai pas besoin d'hommes au sol. J'ai besoin du renforcement de notre dimension aérienne et du renseignement. » Ça, c'est une correction qu'on a amenée dans notre façon de continuer la guerre. Et j'ai dit aussi que c'est indispensable et c'est vital que nos pays se mettent ensemble pour faire cette guerre. Même quand nos gouvernements viendraient à ne pas s'aimer, faisons-le pour nos peuples. Même si je n'ai rien à voir avec le gouvernement actuel du Mali ou le gouvernement actuel du Burkina Faso, je suis d'accord qu'il faut se mettre ensemble avec eux pour combattre le terrorisme. Après cela, nos divergences peuvent continuer. Mais sur ce plan-là, travaillons ensemble. Et quelqu'un, ou eux ou nous, celui qui dirait qu'il pouvait faire cette guerre tout seul, il se trompe lourdement et il en payera les conséquences. Quel que soit nous ce que nous allons faire dans notre pays, si à côté le Mali ne sécurise pas sa frontière, le Niger va être attaqué. Quels que soient les moyens que nous mettons en œuvre, nous, pour protéger notre frontière avec le Nigeria, lorsque l'armée du Nigeria est faible pour protéger son pays, mais nous allons subir des attaques. Les gens nous font ce reproche-là. Mais il faut se poser une question, une seule. Où se trouvent ces terroristes-là? Ils sont chez nous ou chez nos voisins? C'est cette question-là qu'il faut se poser. Lorsqu'on répond à cette question, et avec toute l'objectivité qu'il faut, on comprendra que nos forces armées nationales font ce qu'elles peuvent de leur devoir pour protéger notre pays. Moi, j'ai la faiblesse de croire que ceux qui font les enlèvements au Niger, dans toute la région de Maradi, ceux qui nous attaquent dans toute la région du lac, ils ne sont pas chez nous. Ils sont chez nos voisins. J'ai la faiblesse de croire que pour l'essentiel, les terroristes qui nous attaquent, ils sont au Mali et au Burkina. Ils sont rares ceux qui ont pris position chez nous. Il n'y a pas pour eux la possibilité
de s'installer en nombre avec le matériel avec lequel ils utilisent, organiser des attaques massives chez nous. Ils n'ont pas un seul point à partir duquel ils peuvent prendre appui et nous attaquer. Mais ils peuvent le faire à partir du Mali. Ils peuvent le faire à partir du Burkina. Parce que tous ces pays-là ne sont pas sécurisés à leurs frontières. La complicité à l'interne, c'est parce qu'il y a des terroristes au Mali qui peuvent quitter le Mali, traverser nos villages, qu'il peut y avoir de complicité. Si le Mali a sécurisé sa frontière, si le Mali n'a pas donné la possibilité à des terroristes d'avoir des sanctuaires chez eux, quelle que soit la complicité ici, elle n'aura aucun effet dans la mesure où ils ne viendront même pas. Parce qu'on ne leur a pas donné la possibilité d'avoir des sanctuaires et de s'organiser, de se renforcer en vue d'attaquer. C'est parce qu'il y a un espace qu'ils peuvent occuper librement au Mali. Ils gèrent des villes. Ils gèrent des espaces où il n'y a personne, il n'y a que eux. Ils prennent la dîme, ils font tout. On sait, on les connaît. Vous voyez bien des vidéos qui circulent dans lesquelles ils font des jugements, dans lesquelles ils tapent les gens. C'est-à-dire qu'on est en train de revenir à la situation de Moujaou de 2012-2013. Quand à Gao, à Tombouctou, le tribunal islamique se tenait, condamnait des gens, coupait les mains aux gens. Il y a des partis au Mali où ils peuvent le faire, n'eût été que ils veulent la collaboration de la population pour mieux s'installer et continuer à se propager à l'intérieur du Mali et à l'intérieur du Niger. Ils sont installés, on sait qu'ils sont installés. Donc, par conséquent, il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut se mettre ensemble avec le Mali, malgré nos divergences. Il faut se mettre ensemble avec le Burkina, malgré nos divergences. Ensemble, nous pouvons faire des résultats. Mais quel que soit l'effort du Niger, si au Mali, ou si le Mali ne suit pas, moi je suis convaincu qu'on va continuer à être attaqué. Quels que soient nos efforts, si le Burkina ne suit pas, on va continuer à être attaqué. Pire, le terrorisme peut se propager dans toute la zone, jusque dans le golfe de Guinée. Et c'est qu'il tente de faire. Nous l'avons vu depuis 5 ans aujourd'hui, quand nous avons convoqué la première réunion qui réunissait le Burkina, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, pour voir ensemble comment on peut contenir le terrorisme dans cette partie, le combattre et l'anéantir. Parce que la menace se sentait déjà il y a 5 ans. Ceux qui n'ont pas cru à cela, aujourd'hui, ils se rendent compte que nous avons vu juste et qu'il fallait très tôt bloquer. On ne l'a pas fait, ils ont commencé désormais à attaquer tous ces pays-là. Plus personne n'est à l'abri.